Alors, bienvenue sur Zena TV, bienvenue à la conférence que nous organisons sur le tourisme de mémoire en Afrique centrale. Donc, l'objectif, effectivement, comme je disais tout à l'heure en mot d'introduction avec Sir Makosso, était de faire la démonstration qu'on avait aujourd'hui tous les atouts en Afrique centrale pour faire venir les touristes de mémoire. Donc, ces touristes de mémoire, il n'y a pas de secret, c'est principalement aujourd'hui des Noirs américains, c'est des Antillais, des Caraïbéens, qui savent qu'ils ont des origines africaines et qui sont aujourd'hui à la recherche de leurs origines africaines. Donc, ça marche très bien dans des pays comme le Bénin, ça marche très bien dans des pays comme le Sénégal. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas en Afrique centrale. Et donc, la question, c'est de savoir si l'Afrique centrale a réellement des arguments à faire valoir pour justement attirer des touristes afro-américains, antillais ou caraïbins. Donc, notre premier invité aujourd'hui, c'est Monsieur Igor Matonda. Bonsoir, Monsieur Matonda. Bonsoir. Bon, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? C'est vrai que j'ai fait une présentation un peu laminaire de votre parcours, mais est-ce que vous pouvez effectivement pour les téléspectateurs qui nous regardent vous présenter et présenter votre travail, s'il vous plaît? Je me nomme Igor Matonda Sakala. Je suis professeur d'histoire et d'archéologie à l'université de Kinshasa en RDC. D'accord, très bien. Donc, vous êtes archéologue et historien. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer en quelques mots en quoi consiste votre travail et pourquoi est-ce que vous avez choisi justement de devenir archéologue alors que vous aurez pu devenir politicien, architecte ou informaticien? C'est un peu presque un hasard en fait, mais ça serait long à expliquer. C'est que depuis toujours, j'ai toujours aimé quand même l'histoire et surtout l'histoire du Royaume Congo. Et il s'est fait qu'en 2012, il y a eu un projet qui s'appelait Projet Congo King, financé par un programme ERC et que l'université de Gand, en collaboration avec Tervuren et l'université de ULB, avait mis en place. Et donc, j'ai été accepté dans ce projet et j'ai fait ma thèse de doctorat au sein de ce projet-là. D'accord. Alors, puisque vous avez commencé à parler effectivement de l'université, du projet Congo King, alors, est-ce que vous pouvez nous parler brièvement en fait de ce projet, de la série de recherches archéologiques que vous avez fait et quel était leur objectif? Le projet Congo King était un projet interdisciplinaire qui a réuni des spécialistes de la linguistique, des spécialistes de la linguistique africaine, des spécialistes en archéologie et en histoire. L'idée était que les origines lointaines du Royaume Congo étaient un peu méconnues. Donc, on voulait, à travers des fouilles archéologiques et des travaux de linguistique, qu'on puisse essayer de remonter un peu plus loin dans le temps les origines du Royaume Congo. Et donc, on a effectué des fouilles. Malheureusement, comme il y avait aussi un projet un petit peu parallèle au niveau de l'Angola sur Mbanza Congo, on n'a jamais eu les autorisations nécessaires pour rencontrer l'équipe dans laquelle Sonia Dominguez évoluait. Donc, on s'est simplement contenté sur des sites en RDC. Là, on avait eu les autorisations de fouille. Et on a fouillé. La RDC a la particularité au fait que 3 grandes capitales des provinces du Royaume Congo se trouvent en RDC. La province de Nsundi, de Mpango et de Mbata. Donc, Mbanza-Nsundi, Mbanza-Mbata et Mbanza-Pango se trouvent en RDC. Donc, on a fait des fouilles dans ces anciennes capitales provinciales. Et on a trouvé beaucoup de matériel qui se retrouve actuellement à l'Institut des musées nationaux du Congo, stocké là. Voilà. D'accord. Alors, qu'est-ce qui a été à l'initiative justement de ces fouilles? Est-ce que c'est les autorités congolaises ou c'est parce que j'ai compris que ces fouilles avaient été financées par une université belge. Donc, qui a été à l'initiative justement de ces fouilles archéologiques? C'est l'extérieur, c'est les universités, c'est l'université. Donc, le chef du projet, le pays, c'était le professeur Koen Bostoun de l'université de Gand, qui est linguiste de formation. Et comme il cherchait un financement ERC, c'est European Research Council, ce sont des financements de très grands montants. Alors, on lui a imposé que ce soit un projet interdisciplinaire.
C'est ainsi qu'il s'est allié avec un archéologue, Pierre de Marais, qui est l'ancien recteur de l'ULB. Et voilà comment est-ce que le projet a atterri, au fait, en RDC. D'accord. Et les Belges sont venus voir justement les autorités congolaises et peut-être les autorités universitaires. Et le projet a pu se mettre en œuvre, c'est ça? Allô? Oui, parce qu'à l'époque, Pierre. Alors, on a un peu du mal avec Hugo. Allô? Ça coupe? C'est allô, Hugo? Allô, Hugo? On a un peu de mal. La connexion coupe? Non, là, c'est bon. Là, on vous a retrouvé. Allez-y. Ah, ça va. Je disais donc Pierre de Marais, qui a évolué au Congo, en RDC, depuis les années 70, avait des attaches ici à Kinshasa. Et fait le professeur Jacob Sabakinou, qui était un historien démographe, c'est lui qui a permis en fait ces contacts et pour que le projet se mette en place ici en RDC. D'accord. Et il a duré combien de temps? Les fouilles en question ont duré combien de temps? Le projet était pour 5 ans. On a fait 4 ans de fouilles, de 2012 à 2016. Voilà. Très bien. Et rapidement, en fait, quel était rapidement, hein, sans vraiment rentrer dans les considérations techniques, parce que la majorité de ceux qui nous regardent ne sont pas des archéologues, mais bon, quelle aurait été effectivement votre méthodologie, votre façon de travailler, comment est-ce que les sites où vous avez effectué les fouilles ont été choisis? Donc, effectivement, c'est sur trois capitales de province de l'ancien royaume Congo, mais concrètement, comment est-ce que vous avez travaillé? Comment est-ce que la méthodologie de travail s'est mise en place? Ben, comme je le disais, comme c'est un projet interdisciplinaire, c'est qu'il y avait toutes les sciences qui étaient mises ensemble pour essayer de trouver les choses. Ben, il y a la documentation assez importante depuis la fin du XVIe siècle sur le royaume Congo. Donc, on a épluché tous les textes et toutes les descriptions sur ces anciennes capitales-là, parce que l'un des enjeux était aussi de démontrer au fait que l'urbanisme en Afrique centrale, au Moyen-Âge, existait. Et donc, on a pu déployer les sources historiques et puis nous sommes allés maintenant sur le lieu pour essayer de retrouver, parce qu'en archéologie, on peut parler d'un site, de Delphes ou d'Athènes, mais en archéologie, il faut retrouver physiquement le site et prouver que voilà, ce site est à relier avec les sources textuelles, historiques. D'accord. Donc, si je comprends bien, en fait, vous avez commencé par faire une recherche bibliographique. Oui. C'est-à-dire que vous avez d'abord cherché, en fait, ce qui était écrit sur la littérature sur les différentes provinces, effectivement, du royaume Congo. Oui. Et en fonction de ça, vous avez essayé de retrouver, effectivement, si ce qui était écrit correspondait à ce qui était sur le terrain. C'est ça? Oui, c'est ça, c'est justement ça. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire justement ce que vous avez découvert pendant ces fouilles archéologiques, succinctement, sans rentrer dans les détails, parce que il faudra peut-être consacrer toute une émission sur ça. Bon, disons qu'on a pu malheureusement, parce que c'était un questionnement, c'est la science, c'est qu'on n'a pas pu retrouver la capitale de Mbanza-Mbata, la capitale de l'ancienne province de Mbata, mais on a fouillé plutôt une ancienne église du XVIIe siècle qui était dans une colline à côté de la rivière Inkisi qui s'appelle Ngongommbata. Et on a retrouvé la capitale de Mbanza-Nsundi qui se trouvait sur la route. Ceux qui connaissent un peu le Kinshasa ou le Congo central, c'est la route qui va vers les chutes de Zongo. Donc, c'est à peu près 30 km de la cité de Kisantu. On a retrouvé cette capitale-là. Et là, les dates d'occupation du site remontent au XIIIe siècle. D'accord. Donc, on a trouvé de la poterie qui remonterait au XIIIe siècle, mais la densité d'occupation de cette capitale de Mbanza-Nsundi tourne autour du XVIe siècle. Et Mbanza-Pong aussi, on a trouvé des traces d'occupation, des traces même qui relient au 5e siècle après Jésus-Christ, mais disons que moins de traces liées au 14e, 15e siècle. Donc, très concrètement, quand vous dites les traces, moi, je ne connais rien en archéologie et c'est sûr que la majorité des gens qui nous suivent aussi, très concrètement, qu'est-ce que vous avez trouvé et qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui montrer sur la province de Mbanza-Mbata, par exemple? Qu'est-ce que vous avez trouvé concrètement? Mbanza-Mbata, par exemple, on a trouvé un cimetière, des tombes datant du XVIIe siècle où on a enterré, c'est connu en fait, le site est connu depuis 1930-1940, on a enterré des princes un peu Congo, plusieurs personnes avec des prêtres et tout.
Dans la source textuelle, on en parle aussi de Ngorombat. C'était une grande cité. Pour Mbandansoundi, par exemple, on a trouvé la capitale. On a aussi trouvé des tombes aussi. Et là, par exemple, les tombes, ce qui était intéressant, c'est qu'on a trouvé des tombes. La richesse des tombes montrait au fait que c'était les personnes qui étaient enterrées là avec un statut un peu spécifique, donc des dignitaires. On a trouvé une vieille dame qui est décédée là, un enfant autour de 10 ans d'âge à peu près, si je ne me trompe pas. Et puis on les a trouvés dans les tombes, il y avait aussi des sabres qui étaient enterrés avec les restes des squelettes. D'accord. Sur les villes, quand vous dites que vous avez trouvé des villes, c'est-à-dire que vous avez trouvé peut-être des restes de bâtiments, un peu comme quand on va à Rome aujourd'hui, on trouve les restes du Colisée. Donc en fait, le bâtiment, il est peut-être toutes les pierres ne sont plus en place, mais il y en a quand même suffisamment pour essayer de voir que non, ça c'était un vieux bâtiment. C'est ça? Non, malheureusement, quand vous allez dans les descriptions des sources historiques, même les missionnaires qui étaient au Royaume Congo étaient étonnés de voir que les Congos n'utilisaient pas la pierre pour construire. Et même en Baza Congo, c'est simplement l'arrivée des Portugais qu'on a vu des constructions en pierre. Ils utilisaient des matériaux périssables. Donc, c'est un peu ça. Non, mais ce que je veux comprendre, c'est vraiment qu'est-ce qui vous permet, quelles sont les traces qui vous permettent de dire que là, il y avait une ville, en dehors des écrits, j'ai bien compris. Oui, premièrement, le toponyme est resté. D'accord. C'est quoi le toponyme, s'il vous plaît? Le toponyme Mbandansoundi, par exemple, ça existe jusqu'à présent. C'est quoi le toponyme? Le nom? Le nom du lieu, voilà. Le toponyme Mbandansoundi est resté jusqu'à présent. Mbanzampang aussi est resté jusqu'à présent. Mbanzambat a la même chose. Et puis, quand on voit la localisation de ce site-là par rapport aux descriptions historiques, on voit que ça concorde. Voilà. Très bien. OK. Alors, est-ce que vous avez trouvé des éléments religieux ou des éléments immatériels qui permettent aujourd'hui de dire qu'effectivement ces sites-là étaient des sites importants pour le Royaume Congo? Est-ce qu'il y a il y a encore des traditions? Est-ce qu'il y a encore des fêtes? Est-ce qu'il y a encore des signes religieux qui montrent qu'effectivement ces endroits-là étaient très importants sur le Royaume Congo? Par exemple, en Ngongombata et en Mbandansoundi, on a aussi trouvé de la céramique européenne qui date des périodes contemporaines du Royaume Congo, donc le 16e, 17e siècle. Et même des crucifixes, même une cloche ancienne, on a trouvé ça en fait et à Mbandansoundi et à Ngongombata. Et on a même trouvé de la poterie du 18e siècle qui, le style de la poterie ressemble à ce qu'on trouve à Mbanza Congo. Très bien. Alors, moi j'ai envie, parce qu'en fait le thème de la conférence, c'est justement comment est-ce qu'on peut développer le tourisme de mémoire. C'est vrai qu'il y a la partie tourisme, il y a la partie scientifique à vous entendre qui est super intéressante. Maintenant, déjà moi, ce que je voudrais savoir, aujourd'hui, est-ce que la société congolaise a conscience que derrière ce patrimoine, qui est un patrimoine historique, il y a une véritable valorisation, il y a de la valeur à faire, ou encore aujourd'hui on considère que ce sont des choses qui sont des choses scientifiques et qui n'intéressent guère personne, et que ça ne peut rien rapporter au pays. Est-ce que vous pensez que les gens ont bien compris que derrière ces fouilles archéologiques-là, il y avait un vrai intérêt, déjà pour la région, pour valoriser la région, mais également pour le tourisme, par exemple? Malheureusement, je dois être sincère, c'est que les autorités, que ce soit la population de manière générale, n'est pas en phase en fait avec ce que vous dites là. Les personnes ne comprennent pas encore tout l'intérêt de nos recherches. Par exemple, on a fini les fouilles depuis 2016 et le matériel jusqu'à présent n'a jamais été exposé. Ça fait pratiquement plus de 5 ans. C'est encore emballé dans des caisses. Et il se trouve où ce matériel-là? À l'Institut des musées nationaux du Congo à Kinshasa. Non, mais cette question, effectivement, est une question très importante, hein, parce que lorsque vous voyez des destinations comme, toute comparaison gardée, hein, des destinations comme l'Égypte aujourd'hui, les principaux touristes qui vont en Égypte, et il n'y a pas que le tourisme, hein, il y a aussi un certain nombre d'échanges qui sont faits avec des musées internationaux qui rapportent aussi beaucoup d'argent au pays. C'est quand même autour du patrimoine, autour des pyramides. C'est vrai, c'est que la différence, dans vous entendre, c'est qu'effectivement, les traces physiques qu'on en trouve aujourd'hui peut-être en Égypte ne sont peut-être pas équivalentes à ce qu'on peut trouver aujourd'hui en RDC ou au Congo-Brazzaville. Mais on sait très bien qu'il y a des pays comme l'Égypte, il y en a bien d'autres
qui arrive à valoriser justement le patrimoine historique. Pourquoi est-ce que nous, dans nos pays, et notamment en Afrique centrale, on n'arrive toujours pas à comprendre que en mettant ça en valeur, on peut arriver à attirer les touristes? Comment faire effectivement pour faire comprendre aux gens que, en fait, on est assis sur une mine d'or, mais qu'on n'en avait pas conscience, quoi. Bon, il faut un lobbying. Je pense que c'est le problème, c'est cela. Il faut un lobbying, mais ça serait un petit peu. Je dois dire la vérité, c'est que il y a eu des tentatives quand même dans les années 90 sur la route des esclaves, et des tentatives vers 2007, mais c'est resté sous forme de projet, donc rien de vraiment concret. En 2016, le gouvernement congolais a eu l'initiative d'essayer de relancer les choses. Ils ont fait appel à mes services. Par rapport aux fouilles qu'on a fait à la province de Mbansundi, là, il n'y avait pas beaucoup d'intérêt. Par contre, en 2016, quand je suis allé vers la côte, à Mwanda et autour de Boma, là où il y avait vraiment des ports de transit, d'embarquement des esclaves, là, par contre, à la fois dans les paysages et dans les témoignages des gens, on sent qu'il y a encore les traces de la traite négrière. Donc, les vieux de ces villages nous disaient, par exemple, que les bateaux arrivaient à tel endroit. Et quand vous allez faire cette piste-là, vous trouvez de la poterie, de la céramique européenne. Donc, ça montre qu'il y avait une trace, en fait, des contacts. Et là, vraiment, à Mwanda et à Boma et l'île de Katala, de Pantadalena, donc l'île du Bois Noir, là, au moins, il y a encore des traces, en fait. Il y a encore de la connexion entre les populations, les vieux, par rapport lié à la traite négrière. Mais à l'intérieur du Congo, à la ville de Kinshasa, les politiques, ils sont vraiment très peu intéressés sur la question. Ils parlent de ça des bouts des lèvres, mais concrètement, non. Il n'y a pas de dynamisme concret. Alors, moi, j'ai envie de dire, puisque de toutes les façons, aujourd'hui, on le voit avec d'autres pays, et notamment sur le patrimoine lié à la traite négrière. Vous avez parlé tout à l'heure, effectivement, de la piste des esclaves ou des pistes des esclaves qui existent encore aujourd'hui en RDC. Vous avez parlé de témoignages d'un certain nombre de vieux ou des gens qui transmettent en fait ce qu'on appelle des témoignages oraux. J'ai envie de dire aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut s'organiser pour attirer justement les Afro-Américains, ce marché-là, qui ont soif d'Afrique? Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour essayer de structurer ou de mettre en place un certain nombre de choses? Parce que vous nous avez parlé de choses de manière scientifique, vous nous avez parlé effectivement d'un certain nombre de fouilles que vous avez fait, des pièces que vous avez récoltées, mais comment est-ce qu'on fait pour valoriser toutes ces pièces-là et les utiliser pour attirer les touristes de mémoire? Est-ce que vous, quel est votre ressenti? Quelles sont les propositions si demain un politique ou un responsable politique congolais ou étranger viennent et disent, voilà, Monsieur Matanda, est-ce que ce travail-là, il y a moyen de pouvoir le valoriser et notamment pour attirer les touristes afro-américains? Mais bien sûr qu'on peut le faire. Les scientifiques, ils apportent toujours son expertise, mais il faut une synergie entre les politiques, les décideurs, les scientifiques, ainsi qu'avec les mécènes. Donc, c'est ce travail-là à trois pôles qui peuvent essayer de développer les choses. Mais je voudrais faire une incise, en fait, c'est que la République démocratique du Congo a aussi une particularité. Elle a connu à la fois la traite atlantique et la traite orientale. Et par exemple, là, en 2016, le gouvernement congolais avait aussi lancé le projet pour retracer les traces de la traite arabe. Et là, par exemple, il y a des traces encore. Il y a encore des monuments des années 50, la piste des esclaves, il y a des traces. Le camp de base de fameux typotypes, nous l'avons fouillé, nous avons trouvé des vestiges là, et c'est assez intéressant. Mais en 2016, il y avait une volonté des politiques du gouvernement congolais. Après, bon, ça a disparu. D'accord. Alors, tout à l'heure, j'ai vu que vous souhaitez montrer une carte. Je ne sais pas si Sir Makosso, en régie, vous l'avez envoyé, la carte ou pas, Igor? Oui, j'ai envoyé la carte par email. Je ne sais pas s'il a pu avoir ça. D'accord. Sir? En fait, c'est une carte, c'est un travail que j'ai fait, en fait, parce que souvent, on dit, il y avait un grand débat, en fait. On disait que c'est plutôt l'Afrique de l'Ouest, où il y a eu beaucoup d'esclaves. Ensuite, c'était autour du Nigeria, le Bénin et tout. Mais les travaux linguistiques et le dépouillement des registres des débarqués ont montré que la plupart avaient la consonance des noms Congo.
Et donc là, sur cette carte-là, j'ai fouillé les sources textuelles et les sources des navigateurs pour retracer tous les lieux d'embarquement des esclaves. Et depuis Port-Gentil, donc au Gabon, Sainte-Catherine, c'était Kama, jusqu'à Benguela, on trouve comme ça une série successive des endroits qui sont à l'époque au XVIIIe siècle, 19e siècle, c'est attesté que ce sont des lieux où les bateaux accostaient pour prendre la marchandise, parce qu'on était traité comme une marchandise, malheureusement. Et donc, à ce propos, pour compléter un peu ce que tu viens de dire, Igor, moi, je suis allé à Nantes. Parce qu'à Nantes, c'est l'une des principaux endroits où partaient les bateaux de France pour l'Afrique, pour justement prendre des esclaves. Donc, quand vous arrivez, ils ont créé un mémorial, en fait. Ils appellent ça le mémorial de l'esclavage et de ses abolitions, un truc comme ça. Donc, c'est à Nantes, c'est en plein centre-ville de Nantes. Donc, c'est c'est proche du Loire. La Loire, ça doit être un cours d'eau que empruntaient les bateaux avant d'aller à la mer. Alors, vous avez en fait au milieu de ce mémorial-là une grosse fresque où vous avez la carte de l'Afrique et vous avez par région de l'Afrique le nombre de déportés. Moi, j'appelle pas des esclaves parce que les esclaves, ils ont été esclaves quand ils sont arrivés aux États-Unis, ou aux Antilles ou à la Caraïbe. Quand ils étaient chez nous, c'était des captifs, c'était des déportés. Et ils ont dit que sur les 12 millions, l'estimation, sur les 12 millions, d'accord, de déportés entre le 16e et le 19e siècle, d'accord, il y a près de 50% qui venaient d'Afrique centrale. Qui venaient des côtes de l'Afrique centrale. Donc, pendant longtemps, on nous a dit que le symbole de la traite négrière, c'était Gorée, l'île de Gorée, c'était Ouida, c'était le Ghana, c'était le Nigeria. Mais aujourd'hui, les preuves sont là et attestent que l'Afrique centrale a été l'épicentre. Plus de 50% des personnes qui sont parties pendant la traite négrière sont parties d'Afrique centrale. Ce n'est pas pour rien que des pays comme le Congo ou la RDC sont des pays qui ne sont pas super peuplés. Quand vous regardez la population de la RDC, c'est 50 millions d'habitants, mais lorsque vous regardez le territoire... Oui, il y a des grands vides, la répartition de la population n'est pas importante. Voilà. Mais c'est connu en fait que quand on fait des études démographiques, la ponction démographique a été importante. Bon, il y a aussi des mécanismes de régulation. Hein. Une population, quand elle subit ces genres de ponction de démographie, parfois la population, soit elle peut utiliser elle peut devenir polygame par exemple, pour essayer de compenser les pertes, ou soit il y a des déplacements de population, ou soit par exemple la fécondité peut s'accroître. Donc il y a beaucoup de paramètres comme ça il y a un grand débat en fait, un grand débat sur quelle était la quantité de la population, le niveau de la population, les effectifs avant la traite, après la traite. Moi j'ai écrit un article en 2016 parce qu'il y avait un auteur américain, John Thornton, un ami, qui expliquait en fait, en partant des registres des baptêmes, il trouvait qu'il y avait moins de gens, moins d'habitants au Royaume-Congo. Bon, le problème, c'est que sa source, les baptêmes étaient partiels, parce qu'il s'est simplement contenté des registres des baptêmes des capucins. Et donc, j'ai publié cet article-là au Cahier des études africaines pour montrer en fait qu'il y avait des erreurs de calcul et qu'il y avait des biais qui n'avaient pas tenu compte. Et je remettais un petit peu au niveau normal que la population du Royaume-Congo était il y avait une grande population et que la traite négrière a vraiment affecté à la fois les conditions socio-économiques et politiques qui ont fait que le Royaume-Congo puisse disparaître. Donc, c'est un grand débat. Et pour revenir à ta question de l'Afrique de l'Ouest, ce sont des enjeux. Donc, il faut voir la traite négrière aussi en termes économiques et en termes aussi idéologiques. Donc, je pense que les personnes qui se sont orientées vers l'Afrique de l'Ouest, vers le Sénégal, ils ont intérêt à ce que l'Afrique centrale ne puisse pas se réveiller sur cette question. Est-ce que tu ne penses pas qu'en Afrique centrale, cette question de la traite négrière est une question un peu taboue? Est-ce que, quelque part, sans le vouloir, dans notre subconscient, à nous, on aurait un peu honte de cette histoire et c'est peut-être pour ça qu'on n'en parle pas. Moi, par exemple, j'ai connu cette histoire-là, adulte, une fois arrivé en Europe. Même à l'école, si ma mémoire ne me trompe pas, ne me lâche pas, quand j'entendais parler de la traite négrière, on en parlait plutôt
du côté de l'Afrique de l'Ouest, du côté du Sénégal, du Bénin et du Bénin. On n'en parlait quasiment pas chez nous. C'est comme si ça s'était jamais passé chez nous. Est-ce que tu penses que derrière, il n'y a pas une question de tabou? Est-ce qu'on n'a pas honte de cette histoire? Et c'est peut-être pour ça qu'on n'en parle pas. Et comme on n'en parle pas, qu'on n'arrive pas à valoriser cette histoire. On pourrait dire ça un petit peu. Il y a eu dissimulation des informations, peut-être bien. Mais par exemple, en 1921, il y a déjà un prêtre, Rinchon, je crois qu'il est jésuite, qui écrit déjà la traite négrière et 250 millions de déportés congolais. Donc déjà dans les années 30, il y a un auteur, un prêtre, qui parlait déjà que la traite négrière a affecté le Royaume Congo. Donc oui, il y a peut-être bien probablement eu comment dire, donc il y a eu l'information n'est pas passée. Et comme c'était à l'époque aussi coloniale, parce que les Européens voulaient un petit peu qu'ils ne puissent pas être salis, là, on peut souligner cela. Mais je pense que c'est aussi de notre propre faute, nous-mêmes, les ressortissants de l'Afrique centrale, c'est qu'on ne s'organise pas assez. Là, par exemple, vous avez eu cette très bonne initiative d'essayer d'organiser les choses, cette conférence en ligne, pour parler de cela. Il y a une offre, il y a un souci des origines et tout. Et donc, il faudrait nécessairement qu'on puisse se rencontrer, qu'on puisse discuter. Et c'est vrai qu'il faut à la fois les politiques, mais aussi le secteur privé. Parce que le secteur privé est beaucoup plus dynamique. Les politiques peuvent prendre des décisions simplement pour les faits, pour faire effet. Mais parfois, ils s'arrêtent en chemin. Parce que parfois, les Européens peuvent dire non, n'avancez pas sur cette question-là, de réparation surtout et tout. Donc, je pense qu'il faut que le secteur privé, avec les scientifiques ou les amateurs, les personnes qui sont vraiment touchées sur la question, pour essayer de faire avancer les choses. C'est vraiment un très grand débat. D'accord. Alors, juste, il y a la carte, vous l'avez envoyée à quel mail? L'email de, je pense que c'était Cyril, hein, qui m'a envoyé le lien. Cyr Makosso? Non, c'est moi qui vous ai envoyé le lien. Ah, mais je t'ai envoyé alors. Je t'ai envoyé la carte. Ce n'est pas arrivé? Non, c'est pas arrivé, non. Oh, malheureusement alors. C'est il y a 27 minutes à Guillaume. Oui. Non, j'ai pas reçu. Oh, peut-être que ça pourrait arriver dans l'heure. Donc, c'est une carte, en fait. D'accord. J'essaie de renvoyer encore alors. Oui, ou attends, je te mets mon adresse mail en direct, ou celle de Cyr. Attends. Alors, comme ça, on va pouvoir. Alors, je ne sais pas si Cyr Makosso, il y a des gens qui ont des questions à l'intention d'Igor. Alors, je regarde vite fait en attendant. Alors, il y a une personne qui vient de laisser un témoignage qui s'appelle Aimé Mawana. Aimé Mwana Malutaya. Bon. Bonjour à tous. Thématique est très bonne et importante. Je vis en Guadeloupe depuis plus de 20 ans. Il y a des personnes descendantes des Congolais ici. L'intérêt est important pour ces descendants, mais le problème qui se pose, le Congo n'est pas un pays où on peut se rendre avec sécurité. Bon. Mais en tant que Congolais, on se sent pas en sécurité. Comment conseiller une personne ou groupe de personnes de s'y rendre, même si le pays regorge de plusieurs atouts? Le problème de sécurité entraîne inévitablement le coût prohibitif pour le voyage. Mais pour me rendre au Congo, il me faut 2000 euros pour le transport et prévoir le séjour gratuit pour moi, mais payant pour les autres. L'instabilité politique est le grand frein pour le développement de la culture et du tourisme. Comme on le dit, l'espoir fait vivre. L'autre problème est qu'on n'a pas la culture de la conservation du patrimoine. Bon, alors, sur les problèmes de sécurité, je pense que... De quel Congo il parle, en fait? Il faudrait savoir de quel Congo il parle. Je parle que parce que moi, je dis toujours, il y a deux choses. Il y a la perception de la sécurité et l'insécurité en tant que telle. Parce que la RDC, c'est un grand pays. On parlait de la RDC. Mais les problèmes de sécurité dans une ville comme Goma ne se posent pas de la même manière que dans une ville comme Kinshasa. Voilà. D'accord. Et pareil, le Congo-Brazzaville, c'est un pays qui est relativement sûr pour des touristes. Si vous n'allez pas à des endroits compliqués, vous n'avez pas de problème. Bon. Voilà. On voit bien que ça, c'est un autre débat. Mais moi, la question qui m'intéresse, c'est
est-ce que, comme dit cet internaute, est-ce que dans nos pays, en Afrique centrale, est-ce que vous pensez qu'on a des problèmes de conservation, et moi j'ajouterais même de valorisation de notre patrimoine? Oui, il y a des problèmes sérieux, par exemple pour le cas de la RDC. Par exemple, l'Institut des musées nationaux, qui avait son siège là où il y a la présidence actuelle, la présidence de la République démocratique du Congo, depuis les années 70. Et l'actuel président de la République, par exemple, décide de le faire évacuer. Il y a à peu près 45 000 objets que cette institution détient. On ne sait pas où on va les mettre. Et les autorités politiques s'en foutent un petit peu. Donc, ils ne peuvent pas mettre ça dans le nouveau musée? Malheureusement, le nouveau musée a été construit pour contenir à peu près seulement 15 000 objets. D'accord. Et donc, ça a déjà été évacué, les 15 000 objets. Donc, il y a à peu près une... Et là, malheureusement, le plus haut sommet, ils s'en foutent un petit peu. Et c'est décevant comme ça, parce que nous, on fait des fouilles. Il y a cette question-là du rapatriement du patrimoine volé à l'époque coloniale. Mais où est-ce qu'on va les exposer? S'il n'y a pas une volonté, s'il n'y a pas une politique. Bon, c'est vrai que l'actuel président de la République a la très bonne volonté de changer les choses, mais sur le point de la culture, sur le point du patrimoine, malheureusement, je n'ai pas encore vu les signes positifs. Oui, mais est-ce que là encore, et ce sera peut-être la dernière question, parce qu'il faut qu'on passe justement à d'autres débats, est-ce que là encore, on ne peut pas imaginer qu'il y ait des mécènes? Enfin, aujourd'hui, on est Congolais, on connaît tous le phénomène des Mabanga. Et on sait qu'il y a beaucoup de mécènes qui mettent beaucoup d'argent dans les Mabanga. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a moyen aujourd'hui d'intéresser des mécènes? Parce qu'aujourd'hui, quand vous faites le Mabanga, il y a des gens qui mettent les 20 000 euros, 30 000 euros pour le Mabanga. Donc, si vous avez 100 personnes qui vous mettent 30 000 euros, ça vous fait ça vous fait 3 millions d'euros. Donc, est-ce que quelque part, un peu comme cela se fait aussi dans d'autres pays, je sais qu'au Sénégal, à Saint-Louis, il y a un mécène qui a financé, par exemple, la construction d'un musée de la photographie. Est-ce que les autorités, on sait comment est-ce qu'elles agissent, on sait qu'elles ont d'autres préoccupations. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas intéresser des mécènes, des gens qui ont de l'argent, qui ne savent pas en quoi en faire, au lieu de mettre ça uniquement dans les Mabanga? Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire dans les Mabanga. Bon, il faut bien aussi que les musiciens vivent. Mais est-ce qu'il y a moyen d'intéresser des mécènes pour qu'ils viennent mettre une partie de leur argent dans la création de musées à Kinshasa ou ailleurs, en Banza-Sundi ou en Bata, pour que effectivement on puisse construire des musées sur des financements privés qui vont justement accueillir ce patrimoine? Mais je crois que c'est un problème de culture, c'est vrai, on peut dire que c'est absent, mais on peut créer ce dynamisme-là. Parce qu'on a par exemple l'exemple de Feu Dokolo Sindika, qui est malheureusement décédé. Il a énormément investi dans la culture. Parce que par exemple, la peinture en fait contemporaine congolaise, elle se vend en millions de dollars maintenant actuellement. Bien sûr. Voilà. Mais il faudrait simplement susciter cet attrait vers ce secteur-là. Cet intérêt-là, voilà, vers ce secteur-là. C'est vrai que les Mabanga, les mikilistes, entre guillemets, qui font cela, c'est une autre dynamique. Ils veulent être reconnus comme les sapeurs. Ils veulent être reconnus et pour eux, ça passe dans la musique. Quand la musique est très écoutée, donc pour être reconnu, il faudrait qu'un chanteur puisse chanter son nom ou lancer les Mabanga et tout cela. Donc, si on arrive à expliquer, donc il faut vraiment une éducation, une culture. Si on arrive à expliquer à ces gens que, par exemple, que ton nom puisse être attaché, rattaché ou lié à une question comme la traite négrière, ça te valorise encore beaucoup plus. Et malheureusement, en Afrique centrale, cette culture-là, on le voit même en politique, par exemple, il y a beaucoup de politiciens qui décèdent, ils ne laissent pas des autobiographies, pas de mémoire. Très bien. Alors, on va arriver justement à la fin de ce premier entretien, de cette première partie de notre conférence. Donc, effectivement, votre témoignage est très intéressant. Donc, moi, ce que j'en retiens, c'est qu'effectivement, il y a des choses qui existent, qu'on peut valoriser. Il y a une histoire, il y a un patrimoine, il y a des objets, et que la seule chose qui reste, en fait, c'est pouvoir le valoriser. Alors, moi, et organiser, tout à fait. Donc, il faut effectivement essayer d'intéresser les pouvoirs publics, évidemment, mais aussi essayer d'intéresser effectivement la société civile et le secteur privé, qui peuvent effectivement aussi, pourquoi pas, venir mettre de l'argent, parce que vous avez cité le cas de Sindika Dokolo,
Mais je pense qu'il y a d'autres Congolais, que ce soit de la RDC ou de Congo-Brazzaville, qui ont les moyens, ou de l'Angola, qui ont les Ou de moyens, l'Angola. effectivement, de mettre de Oui. l'argent dans la valorisation de ce patrimoine-là. Et comme vous avez su le dire, c'est qu'aujourd'hui, quand votre nom est rattaché à quelque chose qui a de l'intérêt de manière universelle, comme la traite négrière, c'est quelque chose qui peut avoir de l'importance. Bon, alors, on a un problème avec la carte, on l'aura pas aujourd'hui, mais c'est pas grave. On l'affichera peut-être à la fin de cette émission sur nos différentes pages. Ça pèse 2,4 mégabytes. Est-ce que c'est pas lourd? Ouais, c'est peut-être pour ça que ça passe pas. En fait, tu aurais dû faire un transfert. C'est pas grave. Ah oui, mais c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Bon, alors, moi, je termine. On va terminer cet entretien avec une question. Est-ce que pour vous, Igor Matanda, est-ce qu'il est possible de développer du tourisme de mémoire en Afrique centrale et en RDC? Si, pour moi, je pense que, et je suis convaincu même qu'il est possible de développer le tourisme de mémoire. Il y a suffisamment de traces, à la fois matérielles et immatérielles. Et par exemple, là, je dois écrire un article pour Cambridge, qui doit sortir bientôt avec 2 collègues, Noémie Arazi et Alexandre Wilson-Smith. Oui, allez-y. Le tourisme de mémoire lié à la traite négrière n'avance pas en Afrique centrale. Donc, il est possible, à mon avis, de développer cette culture-là. Très bien. Bon, merci beaucoup, Igor. Merci beaucoup. Très bien, 5 sur 5. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot pour clôturer justement cette première partie de conférence. Allô? 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 On a un petit problème. Donc, on va terminer cet entretien. Donc, on va pouvoir faire une petite pause. Donc, si Sir Makosso peut passer un petit jingle en attendant de recevoir notre prochain invité.